bonsoir Jean Jigué. Monsieur Paul Biya est même au courant qu'il a gagné. Alors il a gagné dans plusieurs régions. Il n'a pas gagné par exemple dans le littoral, il n'a pas gagné à l'ouest, il n'a pas gagné au nord, à la Damawa. Est-ce qu'il y a des lectures particulières à faire, Paul Stéphane, lorsqu'on voit le score par région? Est-ce qu'il y a des lectures particulières qui se dégagent? Oui, il y a des lectures particulières à faire parce que si vous ne reconnaissez pas qu'au Cameroun, le vote est encore communautaire, c'est que vous n'êtes pas sérieux. Et quand vous intégrez dans ça, vous comprenez pourquoi Tiroma a gagné dans ces zones-là. Parce que Tiroma a pu greffer certaines communautés autour de lui, par exemple dans le littoral. C'est ce qui pourrait justifier sa victoire. Et on connaît que dans le Grand Nord également, c'est, j'ai envie de dire quoi, la communauté a parlé. C'est ce qui justifie également sa victoire. Donc, quand vous analysez ces scores, vous vous rendez compte que la communauté ou l'identité a prévalu derrière cette élection-là. Et j'ai envie de dire que, contrairement à ce qui est dit sur... Mais Paul Stéphane, est-ce qu'il y a le langage de la communauté dans le vote de Douala, du littoral? J'ai dit qu'il y a la communauté à Douala, parce que quand vous prenez par exemple Douala, c'est une ville qui est désormais hyper cosmopolite, et il y a des communautés dominantes qui sont partis se greffer derrière la candidature de Issa Tiroma. C'est ça qui justifie en réalité sa victoire. Et je voulais donc poursuivre en disant que c'est vrai, on dit qu'il y a des opposants qui travaillent depuis, mais il faut savoir qu'en sciences politiques, il y a 3 types de légitimité. Et c'est peut-être ça qui a manqué à d'autres opposants. Et quand vous analysez, vous allez vous rendre compte que Tiroma a une légitimité charismatique. On peut ne pas l'aimer, mais c'est la vérité. C'est que parmi tous les opposants qui étaient en face, il est le plus charismatique. Et c'est ce charisme-là, justement, qui pourrait même justifier le fait qu'on ait eu l'impression que ce soit lui le candidat consensuel. Parce que quand vous prenez les candidats en réalité, de tous ces candidats, je dis qu'on l'aime ou pas, il est le plus charismatique. Et ça l'a beaucoup aidé, justement, j'ai envie de dire quoi, à faire les scores qu'il a eu à faire. Et contrairement également à ce qui est dit, les gens ne se sont pas fait tromper. Parce que, je l'ai dit quelque part, ce n'est pas Tiroma même qu'on a voté. En sociologie électorale, on appelle ça un vote sanction. Ça veut dire que quelqu'un est capable de voter un fou, simplement pour vous dire qu'il n'est plus d'accord avec votre fonctionnement. Comme ceux qui disent voter le bon diable. Non, je ne veux pas utiliser cette expression. C'est pour ça que j'ai dit. C'est pas le seul fou. C'est pour ça que je dis, quelqu'un est capable de choisir un fou, simplement parce qu'il veut vous faire comprendre qu'il faut changer de Comme celui qui disait qu'ils sont fâchés, ils sont énervés, ils veulent le changement. Simplement. Et M. Tiroma a bénéficié donc de tous ces éléments-là. Certains candidats qui n'ont pas pu concourir, le fait que certains soient frustrés par une gouvernance, son passage au gouvernement, sa qualité d'orateur également, parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est tout ça en réalité qui a fait les scores que M. Tiroma... Et tu es présent sur les réseaux sociaux. Exactement. Avec des relais d'influenceurs des équipes. Hein? Exactement. Et je sors donc en disant que il faut savoir que le Cameroun, depuis pratiquement 2008, est en situation de paix négative. Et je crois même avoir commis déjà 1 ou 2 articles sur ça. Parce qu'il y a 2 types de paix. Il y a ce qu'on appelle la paix positive. Ça veut dire c'est un pays où il n'y a pas de guerre, où la gouvernance est suffisamment responsable, il n'y a pas trop de frustration. Mais un pays en paix négative, c'est un pays où il n'y a pas la guerre. Mais la gouvernance crée tellement de frustration au point où n'importe quoi peut créer l'embrasement. Et n'importe qui, justement, peut devenir le bon diable. C'est dans la situation là que le Cameroun se trouve. C'est pour ça qu'au départ de mon propos, j'ai dit que ce sera peut-être le mandat le plus compliqué du président de la République, contrairement à ce que le docteur philosophe a dit. C'est un mandat qui s'annonce hyper compliqué parce que aujourd'hui, on a plusieurs crises à gérer. Crise sécuritaire, crise sociale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à côté des crises sécuritaires qu'on a, on a des crises sociales telles que le chômage, le manque d'options, le manque de travail, le manque d'eau, le manque d'électricité. À ça encore, vous venez ajouter une crise post-électorale qui n'a pas été budgétisée dans le budget annuel. Vous comprenez qu'en réalité, le président de la République, peut-être lui-même depuis la proclamation des résultats, est en train de se poser beaucoup de questions sur comment faire pour laisser un bon héritage au peuple camerounais, parce qu'il faut rappeler qu'il a hérité d'un Cameroun en paix. D'accord. Comment lire ces résultats? Le président Biya est-il vomi dans le littoral, dans la région de l'Ouest, là où il compte quand même en termes
de membres du gouvernement, ce qu'on appelle des grosses pointures. Vous avez à l'ouest, il y a tout un secrétaire général du comité central. Vous avez dans le littoral, il y a des hommes forts qui sont avec lui dans le régime depuis plusieurs années maintenant. Perdre dans ces régions-là, est-ce que c'est des signaux importants pour le président? Bon, Jean-Jacques, comme les autres panélistes ont dit, vous savez que Tiroma s'est acheté les services d'un certain candidat recalé. Et ce candidat recalé savait qu'il a quand même une cote de popularité dans ces deux régions que vous avez citées là. Oui. Et au-delà de ça... C'est l'électorat de Maurice Kamto. Au-delà de ça, je voudrais dire que l'État a manqué à son devoir. À son devoir d'orienter les populations, d'amener les populations à avoir confiance en eux-mêmes au point où les populations ont trouvé les juges sur Facebook, des magistrats sur Facebook. Vous voyez, la majorité des problèmes des Camerounais se résout maintenant sur Facebook. On a vu un scandale qui a été lancé contre un jeune homme qui s'appelle Bobda. À un moment donné, on n'a plus rien compris, il est dehors. Mais on vous dit que c'est un film hollywoodien qui a été bien orchestré parce qu'il y avait un problème de litige foncier familial et tout. Il fallait bien le faire et on l'a fait. Et tout le Cameroun et même l'administration et même le gouvernement s'est enroulé là-dedans. Vous voyez, quelqu'un a un problème avec vous, il ne va pas se plaindre dans un commissariat parce qu'il dit qu'il ne fait plus confiance au commissariat, il ne fait plus confiance en justice. Il appelle un gars qui est dans un trou à rats au Maroc. Il s'arrange à comment est-ce qu'ils vont mettre ça sur Facebook dès qu'on le met. Vous voyez. Donc ça a permis à ce que beaucoup de Camerounais s'attachent à ces personnes-là. Et dès que Ichiroma a réussi à s'acheter le service de ces personnes-là, il a eu l'assentiment d'un certain nombre de Camerounais, notamment ceux-là qui n'ont pas la culture politique. Je voudrais dire, beaucoup, même des leaders, même certains qui se considèrent des leaders, ne savent pas ce qu'on appelle le gauche ou le droite en politique. Donc, ils suivent le sens du vent. Si ils se lèvent le matin et que sur la page de l'un de ces gars, on dit que s'il faut aller, celui même que nous avons choisi comme bon diable là, vraiment c'est le mauvais diable, vous allez voir qu'ils vont se retourner contre lui demain. Donc l'État a perdu la main. Il y a beaucoup de manquements au niveau de ce problème. Parce que, ayant constaté que des personnes ou des gens sont en train sont devenus des directeurs de conscience des citoyens sur les réseaux sociaux, il faut absolument arranger ça et mettre tout sur le cap. Mais je dis et je répète encore, les populations, les régions du littoral et de l'ouest, vous allez comprendre que dans le littoral, vous avez une forte communauté des ressortissants de l'ouest et du nord, du Grand Nord. Et à l'ouest, vous voyez que c'est l'ouest. Et vous comprenez immédiatement que si celui qui a subtilement dit aux Camerounais de choisir un candidat des deux du Grand Nord et a détaché tout son état-major derrière un plutôt au lieu de les départager entre les deux pour qu'on puisse choisir le bon, les gens ont compris directement quel était le choix. On comprend cette lecture-là. Voilà. Il en a profité. Saint-Éloi Bidou, sur le vote du littoral, est-ce qu'il faut interroger la gouvernance ou ce rapprochement entre le candidat recalé et Tiroma? Non, je crois que le lien est tout de suite fait. Le candidat recalé a joué, on appelle ça au basket, il a joué sans ballon, mais il a été déterminant. Et si ce n'est qu'une affaire de gouvernance, je crois que le problème est national. C'est-à-dire que l'insolvabilité politique de tout l'entourage du président, peut-être sauf lui, je veux faire comme les autres. Il n'est pas... Les joueurs sont mauvais, l'entraîneur n'est pas mauvais, mais je veux dire que dans son entourage politique, on peut difficilement trouver quelqu'un, une seule personne, qui a encore l'assentiment des siens. Le vote est communautaire, hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Cabral Libi a beau nous dire qu'ils reconnaissent qu'il a fait tous ses meilleurs scores
dans l'Union Ekele. Comment il s'appelle encore, un ancien postulant, Gargaman, et qui avait eu 0,002%, c'était à Garoua. Bon, ce qui n'est pas acceptable, c'est que les uns et les autres prennent tous leurs diplômes, ils les versent à la poubelle et commencent à soutenir une idée sortie de la poubelle, comme pour dire que ça peut se faire, c'est possible. Ça, vraiment, c'est impardonnable. Le président Biya a gagné. Nous interprétons les chiffres, on peut comprendre sans avoir besoin d'aller le dire sous la table. Non, le président est fortement décrié de par son âge, et de par la durée au pouvoir, de par ses accointances avec beaucoup de personnes qu'on ne veut plus voir, qui n'ont aucun gage ni d'espérance, comme sa campagne le disait, aucun gage de grandeur. Donc, mais c'est quand même fort, Saint-Éloi-Bidon. Non, dans le littoral, le président Biya s'en sort avec 20%. 20% de voix, là où Issa Tiroma est à 64%. Non, 20%. C'est pour vous dire que le candidat recalé a joué un rôle très important dans les résultats de cette élection, mais qu'on accepte de se passer pour un aveugle, c'est-à-dire admettre, comme je l'ai dit sur votre plateau, que le RDPC a perdu à Yaoundé 6, on trouve ça normal, mais on ne trouve pas normal que le RDPC ait eu 100% dans mon village. Non, c'est ces égaux-là, ces formatages qui sont inacceptables. Bref, le président est réélu. On a attendu les résultats. Le président Biya est réélu. Il faut peut-être qu'on lui apporte d'abord, d'ailleurs, tout notre concours pour que le septennat soit facilité et que lui-même, il ménage sa monture en vraiment décapitant. Décapité. En décapitant ou en se munissant d'un cachet pour nettoyer ce gouvernement qui s'apparente aux écuries de GS. D'accord, il boit du noir pratiquement dans le littoral, docteur, avec 20% des voix seulement, contre Issa Tiroma Bakari qui a plus de 60%, sauf qu'il gagne quand même dans l'extrême nord, même si l'écart est réduit, 45% pour Biya, 42% pour Issa Tiroma Bakari. Est-ce que ça résonne toujours communautaire, ce vote qu'on a vu? Non, moi en fait, je prendrais mon voisin Elimbi Lobé a dit quelque chose qui est intéressant. Ça veut dire qu'il y a une... je ne balaye pas du revers de la main la dimension communautariste. Mais il y a une supercherie. Ça veut dire que les gens s'attendaient à un candidat consensuel et M. Issa Tiroma a été présenté par des révolutionnaires des années 90 comme le consensuel et naturellement ça a pris Kane et de Douala. Vous pensez qu'il y a eu un peu du poids et Kane dessus? Sur les 60%, vous avez l'impression que Kane a pesé des quelques... Il ne pèse pas du poids, il pèse dans la manipulation. Parce que c'est pour ça que j'ai parlé de supercherie. Il y a une supercherie. Ça veut dire que les Camerounais s'attendaient. Ça veut dire que l'opposition a crié qu'il voulait un candidat consensuel. Et à la dernière minute, parce que la culture du consensus n'est pas camerounaise. Le compromis ne fait pas partie de l'éthos politique camerounais. Mais on a sorti un candidat consensuel du chapeau et je pense que ça a joué. Et maintenant, les compatriotes l'ont dit qu'il ne faut pas se leurrer. La communauté pèse encore fort sur je dirais, oui. Mais il y a une analyse. Lorsque M. Elimbi Lobé dit quand même que pendant longtemps, M. Tiroma a été candidat à l'élection. À plusieurs élections. À plusieurs élections au Nord. Et il les a toujours perdus. Il les a toujours perdus. Mais, je dirais, c'est pour ça que j'ai parlé d'un contexte. Il a profité d'un ensemble
faits factuels, et c'est cet ensemble de faits factuels qui fait qu'il soit C'est un vote par défaut Je veux dire, oui, parce qu'en fait, on ne peut pas dire que ce soit un vote par conviction. Parce qu'en réalité, moi, je ne connais pas son programme politique. J'ai essayé de... Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ça veut dire en dehors oui. En fait, je ne connais pas son projet de société. Parce que on parle par là. Oui. C'est la transition sur 3 ans. Monsieur Libby Lobé. C'est la transition entre 3 et 5 ans. Ce n'est pas ça, la transition démocratique n'est pas un programme politique ni un projet de société. Mais c'était simple là. Ça, ça veut dire que c'est une... Comme il est déjà un peu âgé, il a été d'accord d'aller à une transition entre 3 et 5 ans. C'est bien Jean-Jacques. La transition n'est pas un programme politique ni un projet de société. Ça veut dire qu'il a profité d'un certain nombre de faits et c'est ce qui fait qu'il soit le deuxième. On ne peut pas me dire aujourd'hui... Alors parmi ces faits, ces contingences-là, c'est la mise à l'écart de Maurice Kamto, par exemple. Ça veut dire que la mise à l'écart de Maurice Kamto qui est revenu entrer dans son dispositif. Et puis, ce dont parle notre... Monsieur Saint-Éloi Bidou, tous ceux qui sont revenus entrer avec lui, mettant de côté tout ce qu'on pouvait comme bagage de critiques pour créer... c'est une véritable entourloupe. Moi, je ne peux pas voir, je ne dirais pas que c'est un vote de raison. C'est des faits. Ne mettez pas dans le vote communautaire l'appartenance à une ethnie. Oui. Je vais vous prendre un exemple. Monsieur Chiroma, il nous l'a dit tout à l'heure, n'a jamais remporté une élection à Garoua. Oui, c'est ce que j'ai dit. Pourtant, il est originaire de Garoua. Pour une raison culturelle. Vous savez, il y a une société hiérarchisée. Je n'ai pas voulu parler de ça. Non, justement, il faut aller vers là-bas. Il faut donc, monsieur Chiroma est Chiroma. Chiroma, ça signifie une caste inférieure. À la limite, si on peut paraphraser de certaines tribus, c'est un Chinda. Voilà. Et il y a les Yerima. Après les Yerima, il y a le Lamido. Alors, on conçoit mal, dans cette société-là, qu'un Chiroma devienne président de la République, maire, pour venir commander qui? Les Yerima et les Lamido. Les Yerima. D'accord, on poussera la liste. C'est très important. Ça prend en compte également, oui, donc. Vous savez, mais moi, je ne voulais pas, en fait, c'est bien comme vous avez relevé cela. Non, là, c'est la science. Jean-Jacques nous a invité. On veut que la science s'exprime. On veut que la science s'exprime. Alors, bonsoir à tous sur le plateau. Monsieur Libby Lobé est un grand analyste politique. Cependant, Chiroma est un profiteur. Pour ce qui concerne le gagnant d'aujourd'hui, peu importe son pourcentage, il a gagné. C'était prévisible car l'opposition camerounaise, pour sa grande majorité, n'est pas sérieuse. Je suis sûr que les gens ont voté Chiroma aveuglement à cette élection et ne pourront plus le voter car ils seront déjà conscients parce qu'ils vont découvrir la vraie vérité. Il a été soutenu par les gens de Kamto car il a été, c'est Achille qui est cela et qui nous permet d'introduire justement sur cette question-là Libby Lobé qui vient justement du littoral. C'est l'un des meilleurs scores, les scores les plus parlants enregistrés par Issa Chiroma Bakary dans le littoral, à l'ouest également. Comment lire cela? Alors, deux choses, mais avant de les lire, je vais répondre à celui qui a dit qu'on ne me comprend pas et tout. On vous demande même de proposer finalement quelqu'un. Vous êtes contre Kamto, vous êtes contre Chiroma. Oui, j'ai voté, j'ai pris tous les 12 bulletins. Je les ai mis à la poubelle. Non, tous les 12. Tous les 12. Donc vous êtes parmi les nombreux bulletins nuls. Voilà. Parce que tous les 12 sont mauvais et chacun pour des raisons bien particulières. En commençant par Paul Biya. Il ne devait pas être candidat. Voilà. Ça c'est clair. Il était pourtant le moins mauvais. Il n'y a pas de moins mauvais à voter. Les gens, si vous vous souvenez pendant la campagne, avant la campagne, les gens ont essayé d'insinuer une notion de entre la peste et le choléra. Et j'ai dit, je choisis de ne pas choisir entre la peste et le choléra parce que les deux sont mauvais. Il y en a qui dit que le plus mauvais choix, c'est l'absence de choix. Voilà, il peut le dire. Ça, c'est pourvu qu'il le prouve. D'accord. Mais je ne participe pas
à installer dans l'idée de nos compatriotes, pour les générations à venir, qu'on vote les gens par défaut. On ne vote pas les défauts. Si on vote les gens par intime conviction de leur capacité à régler nos problèmes. Si on n'a pas, vous laissez. D'accord? Bon. Donc, Stéphane vous parle, vous n'écoutez pas. Il n'est pas candidat. Il ne part pas aux élections. Il est un intellectuel irréfléchi. Nous sommes entrés dans une phase d'autisme qui concerne d'abord les acteurs politiques, mais qu'ils ont transmis à la société elle-même. Les gens n'écoutent pas leurs intellectuels. Stéphane dit que l'opposition doit tirer les leçons qu'elle doit faire son agenda. Et vous voyez comment vos correspondants réagissent. Ils ne veulent pas entendre les critiques. Vous tous qui ne voulez donc pas entendre les critiques, ne croyez pas que vous avez commencé le monde. Le monde existe avant vous. Et parce qu'il existe avant vous, le roi Salomon dit, dans Proverbe 29, chapitre 15, le bâton et le blâme, voilà ce qui donne la sagesse. Le bâton et le blâme. Dans Louis II, il dit la verge. Je n'ai pas voulu lire ça parce qu'ils peuvent confondre. Ouais. Le bâton et le blâme. Voilà. C'est pour ça qu'il faut avoir deux vies. Voilà. Il est choisi. Dans Louis II, il parle de la verge et la correction donne la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Vous nous faites honte. Les opposants, vous nous faites honte. Jean-Jacques Zé, Cabral Libi, aussi, Thomas Inou et les autres. Nous venons de perdre l'élection la plus facile qu'on aurait dû gagner. Nous venons de la perdre. Et regardez vos scores. Aucun d'entre vous n'a un score en hausse. Oui, la chute généralisée. Cabral Libi passe de 225 000 voix à 150 000, 157 000 voix. Aussi était à 113 000 voix en 2018. Il tombe à 50 quelque chose de voix. Ndamjoya de 2018, ce n'est pas la Ndamjoya de maintenant. Mais même si je regarde ça, Ndamjoya avait 69 000 voix. En 2018, elle tombe là, elle est passée à 76 000 voix. Ce n'est pas la même personne, donc on ne peut pas dire que... Mais bon, le parti a peut-être un tout petit peu profité, l'effet de femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez ouvrir vos oreilles à la critique. Elle vous fait mal, vous ne voulez pas croire, vous trouvez des subterfuges. Dites-moi, expliquez-moi comment quelqu'un qui a 3 conseillers municipaux dans tout le Cameroun a 10 632 conseillers municipaux. Tu es un chef de parti. Tu vas aux élections locales. Tu n'as que 3 conseillers municipaux. Serge Espoir Matomba, dans la commune où il vit, à Bonabéré. 3 conseillers dans tout le Cameroun. Il dit qu'il va battre quelqu'un qui a 9 000 conseillers municipaux. Serge Espoir, regarde-moi. Tu l'as alors battu. Mais il s'est battu. Non, moi je parle du résultat. La Bible nous a dit que courir de manière à gagner. Cabral Libi, tu as 206 conseillers municipaux. Quand on parle, on vous critique. Vos trolls dans les réseaux sociaux sont chargés d'insulter tout le monde, de refuser de prendre des choses et d'organiser le dérèglement cognitif. On crée les conditions pour que 1 + 1 ne soit plus accepté comme 2.
que des gens puissent vous dire que 1 plus 1, ça peut donner 20. Opposition de convenance. Vous avez des gens qui vous disent que non, l'élection présidentielle, ça n'a rien à voir avec les conseillers municipaux. Tu nous arranges, limité là, même si on n'a pas gagné les municipales. Montrez-moi alors celui qui n'a pas gagné les municipales et les législatives, qui a gagné l'élection présidentielle. Celui qui gagne cette élection présidentielle, c'est celui qui a gagné les législatives, c'est celui qui a gagné le plus grand nombre de conseillers municipaux, et c'est parce qu'il a le plus grand nombre de conseillers municipaux qu'il gagne les régionales, qu'il gagne les sénatoriales. Continuez à venir sur les plateaux pour démontrer qu'il n'y a pas de lien univoque entre les gains politiques de chaque parti et l'élection majeure. Comme si les partis ne contribuaient pas à la victoire. Or, ce sont ces partis qui sont vos appareils. D'accord. Si ces partis sont si faibles, comment pouvez-vous croire que vous allez affronter le plus fort? D'où l'impératif catégorique de la coalition des forces du changement. Maintenant, il se passe une deuxième chose. C'est que les forces du changement, les vrais, vont être perturbés par l'intrusion des mauvaises forces du changement que représentent M. Bello et M. Issa et M. Kanto, qui sont tous des transfuges du régime. Regardez tous ceux qui ont travaillé pour que Issa ait ça. D'après tout ce que vous venez de dire, c'est Kanto et Issa, n'est-ce pas? Ils ont travaillé à ça. Qui sont-ils? Ce sont des transfuges du régime. Tout se passe comme si, en réalité, pour les forces du changement, l'idée que c'est elles qui incarnent les aspirations au changement est balayée. Et que le changement, en fait, ne se produira qu'à l'intérieur du régime. C'est une honte extraordinaire. Comment vous pensez que moi, je peux vivre ça? 40 ans de lutte. D'accord. Alors, répondez clairement. Je pose enfin la question. Oui. À ces gens qui ont dit qu'ils ont combattu Ahidjo, qui ne nous ont jamais laissé les oreilles tranquilles avec l'anti-ahidjoïsme, l'anti-ojoulatisme, qui sont les anti-français, qui écument et qui n'ont jamais rien gagné. Anissé Ekane, en 40 ans, a un seul conseiller municipal qui n'a eu qu'en 2020. Mais c'est lui qui s'en va soutenir les descendants du régime Ahidjo, qui entre à l'intérieur du système Ahidjo pour venir faire la part des choses entre deux ahidjoïstes qui se battent. Paul Biya, ahidjoïste en chef, et Chiroma, ahidjoïste, lui, Paul Biya a créé. Anissé Ekane, qui dit lutter contre le néocolonialisme. Ce monsieur s'en va là-dedans, estimer que le changement ne peut venir que de l'intérieur du régime. Si ce n'est pas une compromission politique totale qui rend désuet les aspirations révolutionnaires dont il se revendique, dites-moi, ça s'appelle quoi? Voilà qui est clair. C'est une très bonne question. Alors bonsoir à vous sur le plateau du Grand Soir. Beaucoup d'invités sur votre plateau font de la mauvaise foi. Les images relayées en boucle sur les réseaux sociaux montrent que le peuple camerounais... Vous savez que dans ces images, on a retrouvé les images de 2008 et certaines images qui ne sont pas du Cameroun. Mais on est d'accord qu'il y a un soulèvement, il y a des mécontentements. Donc on ne parle plus de qui a gagné ou qui a perdu. Nous avons les résultats et on essaie de lire ces résultats-là. C'est ça qui est utile si on veut mieux préparer les prochaines élections, comprendre ce qui s'est passé. Merci. J'ai voté utile. Je ne connais même pas le programme de Issa Chiroma Bakari, mais j'ai fait un vote sanction afin d'exprimer mon mécontentement face à la gestion des choses. Arrête-toi un peu là, s'il te plaît. Je voulais dire quelque chose tout à l'heure. J'ai perdu ça de vue. Parce que, à 30 secondes, parce que Stéphane a évoqué la notion de vote sanction. Mais le vote sanction, les 35% de Chiroma, ils auraient bien pu être partagés
à Cabral Libi, à Ndamjoya, à aussi, qui sont dans la lutte pour le changement. Parce que Tiroma n'est pas dans la lutte. Il n'est pas là-dedans. Donc, c'est un vote sanction. Donc, ce n'est pas un vote sanction en tant que tel, au sens orthodoxe du terme. J'aurais compris parce que Issa Tiroma pouvait avoir 1%, hein, et les 35 ou les 34% restants soient repartis aux autres candidats. Biya aurait toujours gagné avec les 52 ou les 53%. Et le vote sanction aurait eu un sens à ce moment. Maintenant, nous avons le vote sanction tel que vous le présentez, qui va profiter à un de ses collaborateurs. On peut donc sanctionner Biya et ne pas sanctionner Tiroma, c'est ça que vous dites? D'accord.